Le Cercle de Wallonie présente Wallifornia, une émission où entreprendre n'a jamais été aussi inspirant. Est-ce le bon moment pour lancer sa boîte? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On a le plaisir de recevoir 3 entrepreneuses qui ont lancé leur société en plein confinement, tout au début de la crise sanitaire, et on va voir avec elles comment elles ont réagi à cette crise, comment elles ont fait pour pivoter éventuellement leur business model. Alors nous sommes ici dans un endroit très cosy, comme vous le voyez, on est au Cercle de Wallonie à Liège, au Val-Saint-Lambert. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir 3 entrepreneuses, je le disais tout de suite. Alors tout d'abord, Margot Willeaume, vous êtes patronne de eBloom, qui est une jeune start-up. On a aussi le plaisir de recevoir Élise. Élise, bonjour. Bonjour. Élise Kogels, vous êtes la patronne de MeTurn, qui est aussi une jeune start-up dont on va parler tout de suite. Et enfin, on a le plaisir de recevoir Sophie Boulanger, qui dirige Okun, qui s'est aussi lancée extrêmement récemment. Alors on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Je vais me tourner vers vous, Élise Kogels. Alors vous dirigez MeTurn. MeTurn, c'est une application de mise en relation des stagiaires avec les grandes entreprises. Alors on va faire un petit flashback. Juste avant la crise sanitaire, vous vous occupiez d'événements, de mise en relation justement, évidemment, de ces stagiaires avec les entreprises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, on le sait tous, crise du coronavirus, les événements sont tous annulés. Alors, c'est un peu la catastrophe, on peut le dire. Votre activité s'est totalement arrêtée. Qu'est-ce qu'on fait quand on est entrepreneuse et qu'on est face à des difficultés pareilles? Déjà, je pense qu'il faut rebondir. Donc, on se pose des questions. D'abord, nous, on a complètement arrêté l'activité parce que les événements ont été interdits, évidemment. Et puis, dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que comme on ne savait pas combien de temps allait durer la crise, d'abord, on y a cru. Donc, on a commencé à préparer la prochaine saison d'événements en se disant, voilà, on n'a peut-être que quelques semaines de battement et donc, on peut se focaliser là-dessus. Et puis, on s'est rendu compte que non, la crise allait durer. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a dû se remettre en question. Donc, je pense que ça a été le mot-clé de notre pivot ici. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en fait, au-delà d'être des événements, notre projet allait plus loin. Et le fait que c'était des événements qui aidaient les étudiants à trouver des stages en les mettant en face à face avec des professionnels, ça avait une philosophie et vocation qui dépassait l'aspect événementiel du projet et que cette philosophie-là, on pouvait l'exporter aussi, par exemple, dans le digital. Et donc ici, ça, c'est le choix que nous, on a fait. Et on s'est complètement transformé en lançant, comme vous l'avez dit, une plateforme digitale de mise en relation entre étudiants et professionnels. Voilà, donc un vrai pivot vers le digital, vous n'êtes pas laissé abattre. Alors je me tourne vers vous, Margot Willeaume, vous dirigez eBloom, et là on se replace aussi juste avant la crise sanitaire. C'est une jeune start-up qui s'occupe d'essayer d'analyser un petit peu le comportement des employés, leur expérience au sein de l'entreprise. C'est un service qui fonctionne avec les services RH en fait, donc c'est les services des ressources humaines des entreprises qui vont utiliser ce feedback quelque part des employés. Alors vous lancez juste avant la crise, là aussi, et puis évidemment, voilà, crise sanitaire, crise économique évidemment, et votre système, votre société, les services que vous vendez, c'est plus vraiment la priorité des grandes entreprises auxquelles vous vous adressez à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec une jeune start-up qui n'a plus de clients? Voilà, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc nous, on avait une approche, on était dans un collecteur de sentiments dans les entreprises, mais on visait plutôt les grandes entreprises avec une approche consultance, une grande implémentation, etc. Et puis, on avait toute une série de rendez-vous prévus pour le mois de mars, avril du premier confinement. Évidemment, face à la peur qu'a généré la crise, tous les coûts ont été gelés et donc tous nos rendez-vous ont été annulés. Et donc, face à ça, je rejoins ce qu'expliquait Élise. Ce qui est important, c'est surtout de rebondir. Donc, on s'est vraiment posé la question. On s'est rendu compte qu'en fait, un collecteur de sentiments en entreprise, dans une période d'incertitude et de télétravail, avait certainement aussi un rôle à jouer. Et donc, on s'est redirigé en fait vers plutôt les PME qui étaient les plus affectés et les moins équipés par rapport à cette crise et cette distance par rapport aux collaborateurs. Et donc, on s'est dirigé vers du 100% digital adressé aux PME.
Voilà, vous êtes adressé donc à un public peut-être différent de celui auquel vous aviez pensé au départ. Donc là aussi, un pivot de votre business model. Alors Sophie Boulanger, je me tourne vers vous. Vous dirigez Okun. Là aussi, c'est une jeune start-up que vous avez lancée en janvier. Donc en janvier, on parlait à peine du Covid, on va dire. On pensait que c'était loin, que c'était en Chine. Vous démissionnez de votre boulot dans une start-up, dans une scale-up, et vous lancez votre projet qui s'appelle donc Okun. Et là, l'idée, c'était de créer ce qu'on appelle des cocons à sieste au sein des entreprises, donc des espaces un peu bien-être. Mais évidemment, le Covid, on le sait tous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'est retrouvés tous en télétravail à la maison. Donc les siestes, aujourd'hui, on les fait plutôt chez nous. Donc, comment est-ce que vous avez réagi? Parce que du coup, votre service était un petit peu plus très adapté, on va dire, à la situation. Qu'est-ce que vous avez pris comme attitude à ce moment-là? Alors, juste une petite rectification. Moi, je me suis lancée en octobre, donc c'est encore bien plus récent que janvier. Et effectivement, à la toute base, j'avais pensé à lancer des cocons à sieste. Sauf que déjà avant même le Covid, je m'étais dit, tiens, mais est-ce que ce sera suffisant? Et déjà à l'époque, je me disais, tiens, il faudrait quand même aller voir plus large. Et donc, j'avais déjà pensé en fait en amont, donc avant que le Covid ne débarque, je m'étais déjà dit, tiens, ce serait top d'avoir une approche plus globale. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on propose, ce sont des workshops digitaux en entreprise pour des team building et plus en général pour le bien-être. Mais donc, c'est vraiment focus développement personnel et cohésion d'équipe. Mais donc toujours un service que vous allez devoir un petit peu attendre avant qu'il soit possible aujourd'hui avec évidemment le télétravail. Mais donc vous préparez quelque part la reprise, ou bien c'est déjà possible de faire appel à votre start-up? Oui, je me permets de vous couper pour vous dire justement que dès le mois d'octobre dernier, eh bien, des entreprises m'ont contacté en disant tiens, on est intéressé d'organiser des team building virtuels, c'est possible. Et effectivement, alors que j'avais pensé à tout lancer en présentiel, donc après les cocons à sieste, forcément, j'avais rebondi sur ces workshops. Et donc directement, je leur ai dit oui, go, lançons-nous en digital et on verra ce que ça donne. Et je me suis rendu compte que c'était mieux que rien, même si ce n'est pas la même chose qu'en présentiel. Voilà, donc déjà un service qui est actif aujourd'hui. Alors, quand on se retrouve face à ce genre de difficultés, comme le Covid, que personne n'a évidemment anticipé, est-ce qu'à un moment on se dit, en fait, c'était pas le moment pour moi de lancer la boîte? Est-ce que vous avez pensé à un moment à tout laisser tomber, à abandonner? Oui. Mais pour la petite histoire, moi en fait j'étais partie, donc j'avais démissionné pour partir voyager avant de lancer la start-up. Donc je suis rentrée plus tôt que prévu. Au lieu de voyager 3 mois, c'était 2 semaines. Et donc je me suis dit, bon ben voilà, maintenant que je me retrouve ici en Belgique, coincée entre guillemets, ceci n'arrive pas par hasard. Et donc je me suis dit, j'ai plus de temps pour développer des stratégies pour la start-up, etc. Et donc, au final, voilà, toute mon attention a été mise dans ce projet qui est aujourd'hui déjà une start-up. Elise Kogel, est-ce qu'il y a un moment comme ça de sidération peut-être par rapport à ce type d'événement? Est-ce que vous aussi vous êtes dit, mon projet il est fichu quelque part, il est par terre, je vais tout arrêter, je vais faire autre chose? Honnêtement, ça a été dur. Je pense que tous les acteurs de l'événementiel ont souffert, il y en a qui souffrent encore évidemment. J'y ai pensé. Après, c'était très difficile pour moi en fait de décider d'abandonner quelque part ces étudiants et même ces entreprises aussi qui comptent sur moi pour être mis en relation. Donc ça, c'est ce qui m'a drivé et ce qui m'a permis d'être encore active aujourd'hui. Mais le coup dur, je l'ai eu. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé dans mon histoire, c'est que j'ai décidé de m'associer. Et donc, voilà, cette baisse de morale m'a permis finalement de me rendre compte que j'avais des associés potentiels et extraordinaires juste à côté de moi et qu'en fait, c'était le bon moment. Et donc, du coup, voilà, ça m'a permis de rebondir comme ça et de ne plus porter mon projet toute seule et donc finalement de continuer en développant des nouveaux services. Margot Guillaume, Elise Kogel parlait de coups durs. Est-ce que vous aussi, vous avez senti ce coup de massue à un moment, ou bien vous étiez tranquille dans votre parcours? On n'était pas tranquille. Nous, ce qui faisait peur, c'est qu'on parlait énormément de crise économique. Et donc, évidemment, on nous disait beaucoup, voilà, ce n'est pas le moment idéal pour lancer sa boîte. C'est ça qui faisait peur. Mais après, voilà, chaque crise est aussi source d'opportunités.
Et dans notre cas, on a très vite senti qu'on avait vraiment un rôle à jouer par rapport à... Il y avait une cohérence par rapport à ce qu'on faisait quand même. On n'était pas trop éloigné, c'était pas un pivot aussi... On n'a pas dû faire un pivot aussi tranché que certains autres projets. Donc la transition s'est faite assez naturellement. On l'a fait en mode test et puis en fait, ça s'est super bien passé. Et donc après, ça a continué. Donc je pense qu'on a quand même eu assez de chance par rapport à d'autres projets par rapport à ça. Mais le coup dur, c'était plus la peur de la crise économique. Oui. Et comment on fait pour pivoter comme ça, pour repenser un petit peu son projet, alors qu'on était parti voilà, peut-être sur les chapeaux de roue, en se disant là je tiens quelque chose, et puis bon, il faut absolument l'adapter, le changer. Comment vous avez procédé ? En fait, ça, je pense que c'est vraiment la force d'une start-up, et c'est ce que toute start-up doit garder. Une start-up, c'est un peu un petit voilier qui a l'agilité de changer de direction en fonction du vent. Et je pense que c'est une énorme force qu'on a, cette flexibilité-là, que des entreprises, des plus gros bateaux ont certainement plus de mal à faire. Et c'est ça qu'on essaye aussi d'apporter avec notre solution, c'est cette agilité-là. Donc, à partir du moment où on a une ouverture d'esprit, une certaine agilité, un peu de créativité, je pense qu'il y a vraiment moyen de prendre les directions qui permettent de créer vraiment de la valeur pour la société. Sophie Boulanger, on entendait Margot Guillaume parler d'agilité, ça c'est vraiment le terme à la mode dans les startups. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un peu plus la nécessité que l'agilité qui prévaut ? Je dirais que c'est un peu les deux, question piège. Effectivement, le fait d'être une start-up agile permet de, sans mauvais jeu de mots, permet de pouvoir, du jour au lendemain, si une entreprise vient me voir et me dit « Tiens, j'aimerais bien rajouter un workshop qui est plus autour de, je sais pas moi, confection de bouquets de fleurs, vu que c'est bientôt le printemps. » Ok, pas de souci, on teste. Donc ça, c'est super important aussi, l'agilité. Et effectivement, la nécessité, oui, est-ce qu'on répond à un besoin qu'il y a sur le marché ? Évidemment, sans ça, il n'y a pas de start-up, d'entreprise possible. Lise Pogels, oui, l'agilité. Je réagis, mais dans notre cas aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tourné vers nos consommateurs. Et ça, c'est ce qui nous a permis aussi de nous redéfinir, en fait, en fonction de leurs besoins qui avaient changé aussi et leur manière de vivre qui avait changé. Et donc, ça, c'est ce qui nous a aidés. Et je pense qu'une start-up et même d'autres entreprises qui n'ont pas ce format start-up sont capables de le faire et peuvent tout à fait faire des études de marché, aller vers les clients et se renseigner parce qu'au final, tout ce qu'on crée, on le crée pour les utilisateurs. Et donc, être à leur écoute permet aussi de savoir vers où il faut aller. Donc ça, je pense que... Là, justement, vos utilisateurs, c'est les grandes entreprises qui font peut-être un petit peu moins, pour l'instant, appel à ces fameux stagiaires que vous mettez en relation avec elles. Donc là, voilà, c'est quoi leur retour, justement, du terrain par rapport à votre service ? Donc, par rapport à ça, donc nous déjà on aide les grandes entreprises, mais on aide aussi les plus petites. Pour ça, franchement, je pense qu'un stagiaire, c'est quelque chose qui touche tous les types de structures. Et alors, ce qu'on a vu, c'est clairement une nette diminution des offres de stage proposées sur le marché pendant la crise, due au télétravail, au changement d'organisation des entreprises elles-mêmes, ce qui compliquait le fait de, en plus dans ces changements-là, prévoir des étudiants, pouvoir bien les encadrer. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui ont annulé des stages ou qui ont du coup pas proposé des nouveaux stages. Et puis maintenant, c'est à la hausse. Pour le moment, on a beaucoup d'entreprises qui recherchent et ça recommence. Donc, c'est assez encourageant de voir qu'on se rend compte que quand on se passe de ces étudiants, finalement, il y a des nécessités qui sont là et que ça ne changera pas. Donc vous sentez un petit peu plus d'optimisme peut-être du côté des entreprises aujourd'hui. On sent un peu la reprise économique peut-être qui va arriver. Je le sens. Après, je ne peux pas l'affirmer, mais je le sens et je le souhaite en tout cas. Est-ce que vous sentez ça aussi, Sophie Boulanger, par rapport à vos contacts avec vos clients ? Il y a peut-être plus d'intérêt aujourd'hui pour des sujets comme le bien-être en entreprise qui a peut-être été mis au second plan quand même au début de la crise. Tout à fait. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pu vivre la crise de la même manière que vous deux, mais parce que moi, en fait, je me suis vraiment lancée en octobre, donc c'était en plein dedans. La seule chose, l'une des choses qui m'a vraiment surprise, c'est de ne pas devoir convaincre en fait les entreprises que le bien-être, que la cohésion d'équipe et le lien humain étaient nécessaires. Et c'est vrai que le lien humain, au final, tout le monde s'en est rendu compte, donc j'ai pas dû trop l'expliquer. Et le bien-être, étonnamment, beaucoup d'entreprises, que ce soit des startups, PME ou grandes entreprises, ont vraiment ont commencé, ou alors le faisaient déjà, mais donc ont commencé à proposer ces services de bien-être en entreprise, soit des plans bien définis, soit toute l'année proposer
des actions, des cours de yoga, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a positivement surprise. Donc est-ce que la crise, justement, la situation actuelle, qui est parfois difficile justement pour les employés, est-ce que ça suscite peut-être des nouvelles idées du côté des entreprises, des services des ressources humaines, de faire appel justement à ce type de service? Oui, alors ce que j'ai comme retour assez souvent, c'est que dans le catalogue d'activités que Okun propose, on a une vingtaine d'activités au jour d'aujourd'hui. Et souvent, j'ai des retours assez positifs du style « Ah, mais c'est chouette de trouver et du yoga et des ateliers do-it-yourself, confection de bougies ou des blind tests. » Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir pas mal d'activités différentes qui n'existaient pas spécialement. Maintenant, je n'ai pas la prétention de dire que c'est grâce à moi qu'elles font ça, mais je vois qu'il y a un besoin et je suis heureuse de voir ça, parce que ce besoin, je l'ai eu moi-même aussi quand j'étais employée pendant 4 ans. Ouais, je pense qu'on en a tous besoin, voilà. De bien-être, un petit peu de bonnes nouvelles aussi dans cette situation. Moi, je serais ravi de suivre quelques-uns des services que vous proposez. Un petit peu de yoga, ça me ferait peut-être du bien. Margot, Guillaume, on ne va pas parler de yoga avec vous, quoique, si vous voulez. Pourquoi pas. On peut parler d'opportunités justement à saisir durant la crise. On a entendu ce mot déjà. Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui ont changé et qui vous permettent d'être optimiste et peut-être où vous dites ça c'est quelque chose d'intéressant pour ma start-up? Oui, très certainement. Donc déjà pour compléter ce qu'expliquait Sophie, pour avoir vraiment été témoin de l'évolution, on a senti qu'au début de la crise, il y a eu un mouvement de peur par rapport à ce flou et on s'attendait un peu au pire. Et donc là, il y a eu un gel au niveau des coûts, mais par la suite, justement, le climat anxiogène qu'il y avait a remis un peu la santé mentale et le bien-être psychosocial en avant, je pense, dans les entreprises. Et donc, on a senti les entreprises ont compris que c'était leurs équipes qui allaient les aider à traverser la crise et qu'elles en avaient besoin. Et donc, on a quand même senti une hausse peut-être une sensibilisation en tout cas au bien-être au travail. C'est vrai, j'ai exactement le même ressenti que Sophie. On ne doit pas convaincre de l'importance du bien-être au travail. C'est quelque chose de super agréable dans nos interactions. Tout le monde en est tout à fait conscient et souhaite investir là-dedans. Autre chose plus liée à notre projet, c'est la crise a quand même accéléré un processus qui était déjà en cours au niveau de la digitalisation et du télétravail, qui étaient deux choses qui avaient déjà commencé, mais le pas a été fait plus brusquement et plus rapidement que prévu, mais ça allait arriver tôt ou tard. Donc pour moi, cette crise n'a pas tout chamboulé, elle a juste accéléré un process déjà en cours. Et c'est vrai que par rapport à une solution comme la nôtre, c'est plus favorable dans une approche de digitalisation et de... Parce que votre solution, elle permet quelque part d'améliorer un peu ce lien qui s'est distendu entre la direction, entre le management et les équipes qui sont aujourd'hui très forts de manière décentralisée en télétravail. Donc là aussi, l'idée à la base de votre projet un petit peu évolué quelque part. Oui, parce que, surtout dans notre communication aussi, parce qu'on parlait plus de rétention de talent avant la crise, comment garder ces talents sur le long terme, etc. Donc ça fait complètement encore partie du projet. Mais maintenant, au-delà de ça, c'est juste comment rester connecté à son équipe. C'est vraiment le lien, garder le lien et maintenant, c'est retour à ça, en fait, ce qui est le plus primordial avant tout. Oui. Et vous avez des outils spécifiques pour garder ce lien? Parce que c'est une vraie difficulté que tout le monde connaît aujourd'hui. On voit quasi personne, on est chez soi. Je parle de mon expérience personnelle aussi. C'est vrai que c'est compliqué. On a une visio par semaine et puis c'est tout. Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment l'objectif de notre solution. C'est avoir cet outil digital qui est très simple et facile, qui permet en fait de connaître le ressenti de ses collaborateurs en quelques clics. Donc on n'est jamais qu'à 1 ou 2 clics de distance de ses collaborateurs, peu importe leur lieu de travail. Oui. Élise Kogels, alors est-ce qu'aujourd'hui vous vous préparez vraiment pour le moment où on va pouvoir relancer les événements, ou bien vous êtes à fond sur votre solution digitale? Évidemment, on travaille sur les deux. Donc là, on termine notre plateforme digitale qui sortira pour la rentrée académique 2021. Et en parallèle, on espère, là, avec la relance, que les événements vont revoir le jour. Et donc ça, c'est quelque chose qui se prépare. Et quitte à se reprendre un coup dur derrière, ça fait aussi du bien de retravailler sur ces sujets-là.
C'est quelque chose qui nous drive depuis toujours aussi. Et donc oui, on prépare notre prochaine saison. On est en train de voir aussi comment est-ce qu'on peut fédérer tout le réseau. Ça a été notre grande opportunité de la crise. En fait, c'est finalement de faire grandir notre réseau, que ce soit en termes d'étudiants ou de professionnels, et de voir comment est-ce qu'on peut fédérer ce réseau aussi et lui apporter les événements qu'il lui faut. Et on en parlait, les événements hybrides aussi, de voir comment est-ce qu'on peut, suite à la crise, continuer à offrir des opportunités de networking, autant en ligne qu'en présentiel. Comment on fait grandir un réseau en ligne? Ça, c'est quelque chose de très difficile. Oui, c'est sûr. Et après, ici, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn, donc je suis compétente surtout sur ce réseau-là. Et je remarque qu'en fait, c'est le réseau social professionnel numéro 1, et que pourtant, les contenus qui fonctionnent et ce qui peut faire grandir une communauté, c'est quand on parle de contenu professionnel, mais qu'on va aussi au-delà de ça, qu'on va dans l'émotionnel et qu'on explique, en dehors de notre service et notre produit pur et dur qu'on peut vendre, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui nous anime et comment est-ce qu'on vit en fait ces créations d'entreprises, développement de projets. Et en fait, tous ces contenus-là permettent aussi de créer une image de marque qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut vendre en fait. Et c'est ça l'opportunité en fait sur les réseaux que nous on a trouvé avec la crise, c'est qu'à ce moment-là on était en développement, donc on n'avait rien de spécifique à vendre, mais par contre on avait toujours des choses à dire. Et en parlant, en ayant ce discours-là, on a réussi à développer une communauté assez fabuleuse qui pourra du coup finalement servir dans les projets qu'on va enfin lancer et aider les étudiants à grandir professionnellement. Sophie Boulanger, est-ce qu'il y a des difficultés particulières aujourd'hui à être essentiellement en ligne finalement pour les démarches commerciales? J'imagine que vous devez accomplir au jour le jour. Alors est-ce que c'est compliqué? De démarcher des clients? Oui, de démarcher des clients à distance, de ne pas pouvoir aller les voir, de ne pas pouvoir leur expliquer en détail quels sont vos produits, vos services, de tout faire par Zoom. C'est parfois un petit peu dépersonnalisé. Alors là, étonnamment, Zoom m'aide beaucoup, c'est-à-dire que ça m'aide à booker plus de meetings que si c'était en présentiel. Donc au lieu de booker un meeting par jour, on peut en booker 3, 4. Grosse efficacité. Voilà. Donc au niveau efficacité, effectivement, c'est très puissant. C'est-à-dire qu'on est chez soi, du coup on a plus de temps, on ne perd pas de temps dans les déplacements et en fait on peut optimiser son temps. Et encore ce matin, je le disais, je trouve que c'est toujours plus humain de rencontrer effectivement des prospects ou des clients en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Mais Zoom est quand même très efficace et en fait, il faut juste mettre sa caméra. Ça, c'est quelque chose, je vois encore des débats. Est-ce qu'on met sa caméra sur Zoom, oui ou non? Mais oui, là, c'est vrai qu'il faut mettre sa caméra. Mais l'autre chose aussi, donc en plus de Zoom, c'est que moi, en fait, je vais, depuis le mois d'octobre, novembre, je vais dans 2 coworking différents et ça me permet de garder ce lien en présentiel, du coup. Voilà, avoir un peu des contacts sociaux, puis peut-être avoir des opportunités aussi pour votre business. Voilà. Je voulais vous demander aussi quelque chose de peut-être plus personnel. Être confronté comme ça à une crise de cette importance, au moment où vous faites un pas important, c'est-à-dire de lancer votre boîte, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous en tant qu'entrepreneuse? Ça m'apprend surtout à lâcher prise. Donc à la fois, je suis très spontanée et à la fois, ça me fait un peu peur de perdre le contrôle, mais je me dis, en fait, c'est génial de pouvoir se dire que je ne sais pas comment l'entreprise va se porter, enfin, Okun va se porter dans 3 mois. Tout ce que je sais, c'est que je vais, comme on le disait tout à l'heure, en fait, être en feedback continu avec mes clients d'aujourd'hui pour que, peu importe comment évolue la situation, qui est plus qu'incertaine, peu importe comment la situation évolue, je sais que je vais me rapprocher des besoins qui se créent ou qui existent sur le marché. Margot Willaume, peut-être même question. Qu'est-ce que ça vous a appris, toute cette situation, ce contraste entre quelque part l'anxiété évidemment que provoque la crise, mais aussi le côté enthousiasmant de créer son projet, sa start-up? Oui, pour moi je dirais que c'est la résilience. C'est vraiment apprendre à être résilient parce que le chemin d'entrepreneur est pavé de surprises. Et il y a des jours, c'est la super nouvelle qui tombe, le lendemain, quelque chose de moins bon. Et donc, c'est ça qui est aussi qui fait l'énergie de la start-up, mais c'est un côté fatigant aussi de devoir toujours des ups and downs. Et donc, c'est vraiment l'apprentissage de la résilience
et de rebondir quoi qu'il arrive, de profiter des succès, de rebondir quand ça va moins bien. Et pour rebondir sur ce qu'expliquait Elise, c'est vrai qu'avoir des associés, pour moi, ça m'aide énormément là-dedans. On n'est jamais seul et donc on partage les joies, on se serre les coudes quand c'est plus difficile et c'est vrai que ça, c'est une grande force, je pense. Elise Kogel, est-ce que le fait de se lancer en pleine crise, comme ça, dans un tout nouveau projet, voilà, est-ce que finalement, ça ne vous permet pas d'être plus aguerri, plus affûté pour le jour où on va reprendre une activité normale? Vous avez vécu quelque part quelque chose d'exceptionnel en même temps que vous lanciez votre boîte. J'ai beaucoup appris. J'ai aussi appris, je pense, à me structurer. Je trouve que c'est important. Quand on est entrepreneur, on a 15 casquettes et on doit tout faire. Donc c'est très important de savoir faire les choses de manière structurée, organisée. Et je pense que j'ai aussi appris à voir sur le long terme. Et idéalement, en espérant qu'à un moment la situation soit plus stable, c'est aussi important de pouvoir se projeter et consolider, en fait, avoir des bases solides pour la prochaine tempête qui arrivera. Et en plus, en parallèle, la crise a permis de consolider le projet aussi et de pouvoir toucher et aider finalement des personnes aussi de manière beaucoup plus large géographiquement que les événements. Et donc, pour nous, en tout cas chez Meeturn, ça a été une belle réussite, très challengeante, mais qui nous permettra d'être plus solides pour l'avenir. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la fin de 2021 et 2022 peut-être? Beaucoup de bienveillance, je dirais, et beaucoup de bien-être au travail, parce que ça, c'est quelque chose dont on fait la promotion auprès des étudiants en stage. Pour nous, c'est le plus important, c'est que les étudiants apprennent et se sentent bien dans leur univers de travail. Et pour ça, je pense que les filles ont raison, ça passe aussi par des employés qui se sentent bien dans leur travail. Sophie Boulanger, où est-ce que vous voyez Okun à la fin de l'année et l'année prochaine? C'est quoi vos objectifs là? Alors, il y a beaucoup d'objectifs. C'est bien. Mais j'espère pouvoir justement mettre en place ce genre d'événement hybride, donc à la fois garder tout ce qui est workshop en ligne, mais pouvoir rajouter d'autres services. Donc, l'idée de base est quand même de mettre en place un marketplace où on peut aller faire appel à différents services, donc notamment, je ne sais pas moi, la livraison à domicile de plantes ou autres. Mais en termes d'objectifs, je dirais le principal, c'est vraiment pouvoir mettre en place des événements présentiels aussi. Et garder cette double casquette qui est et ressources humaines et événementielle. Très bien. Margot Guillaume, même question pour la fin de l'année. On est optimiste? Oui, nous vraiment la volonté, c'est de pouvoir continuer à faire évoluer notre solution en collaboration avec nos clients. Donc en restant très proche d'eux, à leur écoute et s'assurer qu'on est vraiment en train de fournir une solution qui apporte le plus de valeur possible à leurs yeux. Bien, un grand merci Margot Guillaume, Elise Kogel et Sophie Boulanger. Merci à tous pour votre présence et pour votre écoute attentive. C'était la fin de ce débat. J'espère qu'il vous a intéressé. On se retrouve la prochaine fois.